Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Dans le journal ce matin, on apprend que plus de 15 000 jeunes de moins de 21 ans se sont vus refuser l'accès aux succursales de la SQDC l'année passée. Alors, faut revenir un peu en arrière pour comprendre le contexte. On est en 2020, OK? La CAQ fait passer l'âge légal pour acheter du cannabis de 18 à 21 ans. À ce moment-là, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, lui, disait vouloir tout faire pour limiter son accès à un jeune âge pour protéger la santé des jeunes. Mais est-ce qu'on a raté la cible? Est-ce qu'au contraire, les jeunes se sont simplement tournés vers le marché illicite? Jean-Sébastien Fallu est spécialiste en dépendance, professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Professeur Fallu, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a raté la cible? Ben, ça dépend quelle cible, mais si on voulait empêcher les jeunes de 18 à 21 ans de consommer, clairement que oui. C'est sûr que c'est jamais tout blanc, tout noir. Là. Il y a certainement eu un effet, probablement eu un effet minime, mais de retarder puis d'empêcher certains jeunes d'avoir accès au cannabis, mais la large majorité s'est approvisionnée, c'est sûr, sur le marché légal, puis les données, de toute façon, de l'enquête québécoise sur le cannabis le montrent, là. Il y a bon an, mal an, depuis ce moment-là, près de 30% là, environ des jeunes qui rapportent avoir consommé du cannabis dans la dernière année, dans cette tranche d'âge-là. Et quels sont les risques pour eux de se tourner justement vers le marché illicite versus un marché plus contrôlé comme la SQDC? Ouais, ben c'est les mêmes risques que pour tout le monde, là. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est des produits qui sont pas contrôlés. Peut-être il existe de tout là sur le marché illégal. Il y a des produits qui peuvent être bio, là, mais d'autres pas. Et même il n'y a pas de contrôle, donc on ne sait pas s'il y a des métaux lourds, des pesticides, des moisissures. Et il n'y a pas évidemment de possibilité de connaître le taux de THC qui est la substance présumément là, qui peut poser des risques là, pour certains aspects. Donc, en gros, c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres enjeux là, d'accéder à d'autres substances. On parle évidemment là, des fois de séparation des marchés. Là, quand on est dans un marché illégal, ben on peut avoir accès à toutes sortes d'autres produits. Là. Puis il y a des risques, évidemment, juridiques là, de faire affaire avec des gens du marché interlope. Mais dites-nous, est-ce que sur le plan même de la santé, là, que ce soit le développement du cerveau, le risque de problèmes de santé mentale, est-ce que de vouloir justement éviter que les jeunes de 18 à 21 ans ne consomment, est-ce que ça, de la part du gouvernement, de la part de la CAQ, est-ce que cette préoccupation-là, elle était quand même légitime, là? Ben, la préoccupation de vouloir réduire les risques, réduire la consommation chez les personnes les plus à risque, chez les jeunes, c'est certainement légitime. La chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est vraiment efficace? Puis est-ce qu'il y a d'autres enjeux que ceux-là qui jouent là, parce que c'est pas juste une question d'accéder, puis déjà on exagère les risques, là, j'ai pas le temps dans l'entrevue de vous parler de ça, mais on exagère les risques? Non, mais c'est intéressant de préciser votre pensée. Écoutez, je suis justement en train d'écrire un article à ce sujet-là. C'est très général sur le domaine des dépendances et de l'usage de drogue. C'est un domaine où les risques sont, c'est pas le seul, là, mais quand même, où les risques sont un peu monter en épingle, on peut dire parfois qu'on va entendre ça double le risque de ci ou de ça, mais le risque est de 1 fois sur 1000, là, je dis n'importe quoi, mais donc ça devient 2 fois sur 1000. Mais même pour le cerveau à 25 ans, il y a un collègue aux États-Unis, 2 collègues, Brian Adenoff, qui a publié une grande recension l'an dernier pour montrer qu'il n'y a rien qui se passe de particulier à 25 ans. Là. On a des fois des mythes comme ça. Et au-delà de ces risques-là, que des fois on grossit aussi dans le langage, là, au-delà de ça,
Il y a aussi le fait que il y a d'autres choses à considérer, là, c'est-à-dire que les THC, les gens qui achètent des produits qu'ils connaissent pas, la stigmatisation, les risques juridiques, le manque de dialogue, de discussion, de les envoyer vers les vapoteuses, les jeunes, c'est toutes des conséquences négatives pour peut-être, comme je le disais tantôt, quelques semaines de retard de l'initiation. Quand vous dites que les jeunes consomment moins, est-ce qu'on a accès aux vrais chiffres? Parce que souvent, quand on pense à ce sondage, c'est pas tout le monde qui dit la vérité, particulièrement sur ce qu'ils consomment. Ben, c'est vrai que les sondages, c'est pas nécessairement parfait. Et quand on pense au cannabis, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui n'osaient pas le dire avant, qui étaient juges ou avocats ou policiers ou politiciens dans des sondages qui maintenant ça le permettent peut-être plus. Mais bon, on peut quand même, disons que la validité des enquêtes est quand même démontrée quand on compare à d'autres mesures. C'est pas nécessairement des chiffres précis, mais quand on compare d'une année à l'autre, on peut quand même voir des tendances. Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en dépendance. Merci pour votre point de vue ce matin. Merci à vous, au plaisir.